Retour avec nos amis Francisco, Adam et Firmin. On parlait du Tchad et de ce dialogue à venir initié par le chef du gouvernement, Albert Baïni. Oui, c'est Baïni, Pataké. Et Firmin, vous aviez la parole. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je dirais simplement que si les Tchadiens ou les autorités tchadiennes arrivaient à bien suivre les conseils de la diplomatie togolaise, je pense que tout se passerait très bien. Parce que le Togo a eu à vivre la même situation, sauf que le Togo a eu à organiser des transitions de façon régulière. Nous avons connu la transition des années 90 et nous avons connu la transition de 2005 suite au décès du général Yadema. Le Togo a su respecter les tests et en 2005, on a pris 60 jours pour organiser une transition, pour gérer une transition et organiser les élections, ou l'élection présidentielle qui avait vu la victoire de Fagna Singbe, celui-là qui est toujours au pouvoir. Donc on a des conseils à donner et donc ce sont ces genres de conseils qu'on donne aux Tchadiens. Ce que le Togo donne actuellement, par le biais de son ministre des Affaires étrangères. Je pense que ce sont ces conseils-là qui pourraient facilement donner, sauf que les Tchadiens n'ont pas su respecter les tests démocratiques, les tests que les Tchadiens eux-mêmes se sont donnés via la Constitution. En réalité, cette situation pouvait même éviter, parce que ça, quand on parle de dialogue, ça perd du temps. On ne sait pas là où, par où on va commencer et le point là où on va achever le dialogue. Parce que au lendemain du décès d'Idriss Déby, l'ancien président, on pouvait juste laisser le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale conduire la transition. Il était malade diplomatiquement. On pouvait le laisser conduire sa transition de 90 jours et après on aurait même déjà organisé les élections et on serait aujourd'hui sur les rails de la démocratie et le pays serait en train d'avancer. On pouvait même régulariser la situation de Déby-Fils. Aujourd'hui, il serait un président légalement élu et il serait pas gêné. Je pense que la situation même qu'il est en train de vivre, c'est une situation compliquée, que lui-même c'est compliqué. Or, il avait la possibilité de rendre la situation beaucoup plus souple et beaucoup plus simple pour lui. Mais en ce qui concerne l'organisation du dialogue, le Togo a une certaine expérience en la matière, dans la mesure où en 2005, lorsque Fagna Singbe est arrivé au pouvoir, juste après, il a ouvert un dialogue national, présidé à l'époque par Maître Yaovi Agbebo, dialogue qui avait accouché de l'APG le 20 août 2006. Et suite à ça, on a eu organisé les élections législatives, on a eu à créer le CPDC, et après on a vidé toute l'APG, on a eu à faire des réformes politiques. Ça a permis de revoir ou de restructurer les institutions du Togo. Au Togo, on a gagné, mais si les Tchadiens aussi pouvaient suivre cet exemple-là, ça les aiderait. Mais je me demande si ils arriveraient à le faire du moment où les âmes crépitent toujours là-bas. Si ce dialogue va véritablement aboutir. C'est la question que je me pose fondamentalement. Est-ce que ce dialogue va aboutir? Adam, le Premier ministre a pris l'initiative. On espère que les partis politiques vont le suivre et également les groupes rebelles. Oui, il est très difficile de pouvoir prédit l'avenir d'un dialogue. Puisque de toutes les façons, vous savez, les dialogues qu'on a eu qui ont échoué partout ailleurs ont été le fait que ceux qui sont appelés à la table de discussion ont d'abord, en allant à ce dialogue-là, prédéfini des résolutions ou des appréhensions qui, quoique si ces appréhensions ne passent pas, donc ça casse. Et lorsque vous êtes dans cette logique-là, vous risquez d'être acteur de l'échec d'un dialogue. Donc, de toutes les façons, moi, je pense que l'initiative en elle-même est déjà louable. Mais ce qu'il faut dire, tout à l'heure, je vais un peu contredire mon cher Napo, en disant que tout à l'heure, lorsqu'il évoquait la question de l'argent ou la corruption qui serait donc passée, en faisant allusion au fait que nous n'avons plus connu depuis la mort de Didi Déby, cette rébellion-là qui a eu bon qu'à temporiser un peu ses ardeurs. Je pense que le patron du FACT l'avait dit et a d'ailleurs même appelé la France en temps que eux également, au même titre qu'ils disent Déby, pouvaient donc discuter avec la France. Donc, il a dit également, on donne la chance à pouvoir réellement voir
si même ils ne sont pas d'accord, puis si l'on dit estimant qu'ils ne reconnaissent pas le Conseil militaire de transition, qui ne va pas le reconnaître, c'est la ligne rouge à ne pas franchir pour donc instaurer un dialogue entre tous ces acteurs-là. C'est vrai, comme je le dis, d'abord, on ne peut pas être dans un état de non-droit. Il faudrait naturellement qu'il y ait quelqu'un qui puisse assumer, disons, les rênes en attendant que le pouvoir régulé soit installé. C'est pourquoi je suis d'accord avec Firmin en disant qu'on pouvait faire économie de tout ce laps de temps, de ces dialogues-là, si on avait accepté à ce que celui qui devait assumer, tel que les textes le prévoient, disons cette transition, on n'en serait pas là. Mais toujours étant, le mal est déjà, entre guillemets, commis parce que chaque pays n'est pas dans le même schéma et chaque pays a également ses réalités. Oui. Comme je l'ai dit, c'est vrai, on a tordu ou on a fait entorse à une constitution. On peut avoir des motivations qui l'expliquent, mais il est difficile de pouvoir le légitimer. Mais à un moment donné, tel que nous sommes devant les faits accomplis, il faudrait que chaque acteur puisse accepter et aller d'abord à ce cadre-là et de pouvoir voir si naturellement on pouvait agrandir ce cadre-là ou voir quelles seront les alternatives à pouvoir... Que le cadre soit aussi ouvert à tout le monde. Non, les acteurs, vous savez, la plupart du temps, en parlant de ces acteurs-là qui sont ouverts, si nous faisons un parallèle avec ce qui se passe chez nous, il y a une formule qui a été donc prédéfinie pour faire participer tous les acteurs. On ne peut pas, parce que c'est un cas de dialogue, vous avez une association qui n'a même pas de poids politique, qui n'a jamais participé à aucune élection, et voilà, parce que vous estimez avoir été enregistré comme parti politique, on invite tout le monde. Ça ne se passe pas comme ça. Ici, on a accepté faire participer celui qui veut participer à ces élections et qui sait qu'il a la légitimité du débat public ou la légitimité d'intervenir dans la vie politique du pays, peut donc s'inscrire. Et moi, je pense que cette formule-là... Ce qui me concerne, ce qui est important pour moi dans le cadre du Tchad, c'est également la rébellion. Parce que c'est pourquoi déjà... Non, il n'y a pas que la rébellion. Il n'y a pas que la rébellion. Oui, c'est vrai. Rappelez-vous que le pays était déjà fragilisé compte tenu de cette récurrence au niveau des acteurs politiques visibles. Mais moi, je suis d'accord qu'aujourd'hui, on est scindé les deux cadres. Parce que c'est pourquoi je le disais à l'entame de mes propos qu'on a eu un cadre assez factuel que nous connaissons, qui est ce cadre-là ouvert. Mais de l'autre côté, avec les rebelles, on nous a dit que voilà, le Togo à l'avant-garde d'une discussion pour amener donc tous ces acteurs-là. On ne peut pas dire aux rebelles, venez donc vous enregistrer et que participer à ces élections-là, quand on sait réellement que ce sont des gens qui sont recherchés. Donc déjà, le format comme tel, je pense qu'elle est la bienvenue, parce qu'on ne peut pas... Les acteurs, les rébellions, ils sont dans les maquis. Il faudrait qu'on ait donc des repères. Voilà, il faudrait quand même qu'il y ait des alternatives. La branche politique de la rébellion également. C'est ce schéma-là qu'il faut d'abord dire, ce schéma est déjà bon, qu'on puisse les amener, s'entendre avec le pouvoir de N'Djamena, le conseil militaire, et voir dans quelle mesure ces acteurs-là puissent donc rencontrer ces rebelles et voir les points de jonction pour les amener peut-être à pouvoir être d'accord sur de toutes les façons. Je dis, même si même si les choses s'étaient passées normalement, qu'à la mort de Déby, que ce soit l'Assemblée nationale qui régente la transition, il faut forcément un dialogue. Parce que le pays était déjà en lambeaux. D'accord? Maintenant, comment les Tchadiens vont faire si la rébellion n'intègre pas le dialogue? Parce que, de toutes les façons, il y a une partie du territoire qui est contrôlée, disons, par la rébellion. Je ne pense pas que la rébellion a été totalement repoussée jusqu'en Libye. Même s'ils sont en Libye, ils ont toujours la possibilité de revenir. D'accord? Comment on va faire des élections totalement inclusives, que tous les Tchadiens, tout le territoire tchadien soit à même d'être sécurisé pour passer au vote. Voilà, donc obligatoirement, si on identifie ou bien le pouvoir choisit ses opposants, il y a la rébellion qui est toujours là au rendez-vous et qui doit obligatoirement rentrer dans un système, dans le cadre de dialogue, pour que le pays puisse vraiment en finir avec ce cycle de gouvernance à vie qui passe par
la succession du père, du fils, voilà, la succession du fils. Mais vous permettez ce que je... Bon, ok. Oui, c'est comme Francisco Napokura me surprend ce soir. C'est lui qui accepte qu'on dialogue avec les rebelles. Mais ça me surprend. Dans la mesure, c'est ce que j'ai toujours proposé. Moi, c'est ma formule. Au niveau du Sahel. Au niveau du Sahel, avec le Burkina Faso, avec le Mali. Francisco n'a jamais accepté ça. Il m'a toujours critiqué avec véhémence ici. Mais ça me surprend. C'est la meilleure formule. C'est ce que je propose toujours avec les. Vous l'aviez dit dans le cas du Burkina Faso. Dans le cas du Burkina Faso, si on peut ouvrir un dialogue avec comment on les appelle, les djihadistes au niveau du Mali, au niveau du Burkina Faso. Surtout que c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre asymétrique. Si on peut faire revenir l'ancien président du Faso, si on peut libérer le général Djibet Dindéré et le général Bassolé, je pense que la situation... Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est vrai que les gens sont accusés des faits qui sont concrets. On ne peut pas mélanger les deux choses. Non, moi, parce que si les rébellions... Si les gens sont rentrés en rébellion... Le dénominateur commun, c'est que les gens sont tués également. Les gens sont tués. Nous sommes dans une situation, au niveau du Burkina Faso, il y a les djihadistes qu'on ne voit pas. Mais au même moment, il y avait des gens qui avaient traité avec ces djihadistes-là, qu'on a arrêtés et qu'on détient aujourd'hui quelque part. Si on peut libérer ceux-là pour ouvrir un dialogue et avec épargner les vies humaines, je pense qu'on serait dans une situation beaucoup plus confortable. Ici aussi, c'est des rebelles, il y a des rebelles qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. On peut ouvrir un dialogue avec eux. On dit, messieurs, ici, venez à la table de discussion, on va discuter avec vous. C'est la même chose que je dis toujours, je cite toujours l'exemple des FARC colombiens. On ne les connaissait pas, mais on les a appelés à la table de discussion. Et aujourd'hui, on a régularisé leur situation et ils sont devenus aujourd'hui un parti politique régulier. Donc moi, je dis seulement, dans les situations... Non, mais si quelqu'un revienne, ce n'est pas toujours la calomnie. Mais on a eu des situations comme ça, dans des situations comme ça, il faut prôner le dialogue, il faut prôner les discussions. Il ne faut exclure personne parce qu'on tue des gens. Il répond, je vous donne la parole. Non, je suis ici et puis je filmais, dit que moi, j'interdis qu'on négocie avec... Non, pas interdit. Non, il n'a pas dit interdit. Vous le critiquez. Il a proposé, mais vous avez contredisé. Non, je ne l'ai jamais fait. Parce que vous ne vous rappelez pas? Attendez. Il a toujours fait ici. Filmez. J'ai dit ici que c'est ce que Assimi Goïta, que vous n'aimez pas, a voulu faire. Et la France... Attendez. Et la France... On ne peut pas dire qu'on ne l'aime pas. Non, et la France a dit niet. Ou bien, c'est la démarche que les Assimi Goïta voulaient faire. Et j'ai même précisé que je ne sais pas... Mais ça avait commencé avec Ibeka, oui, qui n'est pas l'initiateur. Et que je ne sais pas si c'est la même chose qui est imposée à Kaboré au Burkina Faso. Est-ce que vous voyez? Parce que là aussi, la France dit de ne pas négocier avec les djihadistes. Mais ceux dont vous parlez, les Blaise Compaoré, c'est des gens qui ont des problèmes avec leur pays. D'accord? Et vous dites qu'on doit aller négocier avec... Je dis, mais ils peuvent déjà prendre l'avance, n'est-ce pas, pour montrer qu'ils veulent aussi le bien du Burkina Faso. Sinon, je n'ai jamais dit de ne pas... Et ils l'ont dit. Blaise Compaoré, par exemple, a dit qu'il peut apporter à son pays sur le plan sécuritaire. Voilà, moi, je dis, il revient au président Kaboré, qui a servi également. Qui a servi ici, sous Blaise Compaoré, ça dit que moi, je dis... Et on sort de ce sujet sur le Tchad. Sur cet aspect de négociation avec les rebelles, moi, je pense que si les gens sont rentrés en rébellion, forcément qu'ils ont des motivations qui les poussent donc à rentrer à ces rébellions-là. Il faut d'abord les écouter, être disposé à les écouter. C'est ça. Tout ce que les gens veulent. Et peut-être les inviter. Non, vous les écoutez d'abord pour comprendre les motivations qui les ont poussés à rentrer dans les rébellions. Contrairement à ce qu'on a constaté avec Idriss Déby, lui, il a dit clairement qu'il n'y a pas question de pouvoir négocier avec qui que ce soit. Donc, il était sur une ligne dure qui ne l'a pas aidé. Et il a mis les moyens. On a constaté que le développement n'était pas ça. On a mis beaucoup de moyens sur le plan sécuritaire. Oui, sur le plan sécuritaire. Il les combattait à tout bout de champ. Donc ces gens-là se multipliaient, se démultipliaient au même moment, puisqu'on peut estimer que c'était donc des cas sociaux. Il y avait des trucs à faire. Le pays donc était divisé sur des options données, régionalistes, etc. Et ça ne crée pas une nation. Donc c'est en ce sens que je dis qu'ils ont des motivations. Il faut d'abord les écouter. Mais étant donné que ce sont des gens qui sont, entre griffes, déjà identifiés comme rebelles,
puisque les rebelles, c'est encore, bon, il faut quand même scruter pour savoir ce qu'on met dans rebelles. Puisque les rebelles ne sont pas quand même logés dans le même enseigne, mais pouvoir donc les écouter et voir dans quelle mesure négocier avec eux, faire en sorte que toutes les rébellions puissent donc être regroupées en un et voir dans quelle mesure on peut maintenant les intégrer dans le registre donc, de discussion formelle qui est organisé au niveau du Tchad. Allez, ouais, Firmin. Non, moi je dis, moi je suis toujours pour un pro-dialogue, un pro-discussion. Il y a une voie pour pouvoir dialoguer. Il y a une voie pour pouvoir dialoguer. Parce que Déby a passé plus de 30 ans à combattre les rebelles et au finish, il a été tué. Donc, et lui-même, il a eu à dire qu'il n'a jamais été heureux de toute sa vie. Vous imaginez ça veut dire... Et il y a une manière, une chance de se démarquer de la philosophie, si on peut le dire, de Idriss Déby. De Idriss Déby, bien évidemment, aujourd'hui, la voie est ouverte. Et Mahamadou Idriss Déby est sur la bonne voie. Parce qu'il ne sert à rien de combattre, de tuer, et au finish de ne rien avoir. Aujourd'hui, il serait beaucoup plus loisible pour lui d'opter pour cette option-là. Et je pense que ça aiderait à pacifier le Tchad. Et les rebelles, s'ils veulent, peut-être ceux-là qui sont tchadiens, mais qui sont à l'extérieur, pourraient revenir et peut-être se comporter ou vivre comme des Tchadiens sur leur territoire. Ou ceux-là qui voudraient rester à l'étranger, ils le seraient, mais en toute tranquillité, en toute paix. Est-ce qu'il faut savoir que les gens ont plus d'intérêt à vivre dans le djihadisme, dans la rébellion, que de collaborer? Là, nous, on n'a pas des oui, parce qu'il y a des logiques pour beaucoup de sortes lesquelles, de djihadisme. Mais il y a des intérêts économiques. D'accord? Vous allez voir que même parfois, lorsque on dit que la guerre est finie, mais il y a des gens qui veulent toujours être des chefs de zone, comme ce qui se passe en RDC, où les gens, même de l'armée régulière, quand ils intègrent, mais en étant plus chefs de zone, ça les arrange parce qu'ils collectent les impôts. Donc il y a beaucoup de choses qui... Bon, on n'a pas des éléments d'appréciation en profondeur par rapport à cet élément-là, mais lorsque les gens sont en rébellion, il faut qu'ils vivent, c'est ce qui crée pour qu'ils puissent donc avoir des trucs. Mais on ne peut pas les légaliser disant que... Je pense que c'est... Voilà, ça peut rappeler... Il y a le trafic le cas de la Côte d'Ivoire. Non, ça peut rappeler un peu le cas de Blaise Compaoré, parce que quand Blaise Compaoré est parti, le chef djihadiste était venu voir Kaboré à l'époque pour lui dire, sous Blaise Compaoré, on lui demandait ceci, ci et ça, et il nous faisait ça. Donc, il nous nourrissait. Et il nous finançait. Donc, quand on les finance, ils vont rester dans leur coin. On ne leur demande pas peut-être de se convertir, de revenir ou de redevenir un simple citoyen. S'ils veulent vivre dans leur rébellion, mais ne pas tuer des gens, ne pas déranger, mais s'ils veulent être financés, s'ils posent des conditions, il faut essayer de satisfaire ces conditions-là. Et là, les autres seraient tranquilles. Le mal ou le pire serait qu'on garde une ligne dure et qu'eux aussi gardent une ligne dure et puis qu'on ne continue pas à tuer les gens. S'ils veulent rester vivre dans leur rébellion et avoir toutes leurs conditions bien satisfaites et laisser les gens tranquilles, moi je suis pour. Allez, République centrafricaine, on voit plus le chef de l'exécutif, Faustin Archange Touadéra, au four et au moulin. On l'a vu avec son homologue angolais Joao Lorenzo. L'objectif, c'est de pouvoir bloquer, si on peut le dire, les sanctions du Conseil de sécurité contre son pays. Justement, parlant de ce Conseil de sécurité, il va examiner le 29 juillet à venir le régime de sanctions contre Bangui. Adam Adjonou, il s'agit concrètement de quoi et de quelles sanctions? Vous savez, il y a très longtemps que la RCA, la République centrafricaine, était mise sur embargo. Et vous savez, les problèmes qui ont miné ce pays-là ont fait qu'on estimait que le pays n'était pas donc capable de pouvoir contrôler le flux des armes qui arrivaient dans le pays. Et la dernière date, c'était donc en 2020, qu'on a prolongé en 1 an cet embargo qui va normalement, où on décidera de l'issue à tenir le 29 de ce mois, le 29 juillet. Et vous savez, c'est l'Angola qui est le pays choisi dans la sous-région pour essayer un peu de pouvoir mener cette discussion-là avec la Centrafrique et d'autres pays pour voir dans quelle mesure on pourrait faire en sorte que la sérénité puisse revenir. Mais je pense que sur cet aspect, la République centrafricaine a fait beaucoup d'efforts. Lorsqu'on voit un peu depuis la réélection qui n'était pas aussi très contestée, on a vu des rébellions se faire dans des coalitions pour arriver même jusqu'à la capitale de Bangui. Et on estime qu'aujourd'hui que presque les 3/4 du territoire ne sont pas occupés par l'armée régulière.
Et cette armée-là également, c'est une armée assez jeune. Et cette armée a besoin des outils pour combattre la rébellion. Donc l'une des faiblesses de cette armée, de ne pas pouvoir aller au bout de cette lutte contre les groupes armés, c'est naturellement le fait qu'ils n'ont pas des armes. Et depuis, ça dure déjà très longtemps que l'embargo dure, mais au même moment, on essaie de dire, voilà, le pouvoir en place n'arrive pas à prendre des conditions pour contrôler donc les flux des armes, mais ils n'en ont pas. Mais au même moment, par derrière ça, vous avez vu tout ce que la politique étrangère joue au niveau de la Centrafrique avec des intérêts, et ces intérêts-là sont liés à ces apports d'armes où pratiquement vous voyez des groupes armés qui sont hyper armés, plus que l'armée régulière. Donc qu'est-ce que l'armée régulière peut faire? Il a été toujours combattu à tous les niveaux. Mais on a vu que ces derniers temps, ils ont eu à récupérer beaucoup de chantiers. On ne va plus refaire l'histoire. Mais ce qui prouve que ce déplacement du président vers son homologue angolais peut être décrispateur d'un certain nombre de solutions. Le 29, je pense que au regard de tous ces aspects-là, le Conseil de sécurité peut naturellement aussi lever un peu cet embargo-là pour permettre à ce qu'on puisse outiller ou on puisse armer l'armée régulière à pouvoir venir à bout de ces groupes armés-là qui sont, à mon humble avis, affaiblis. Et surtout, n'oubliez pas que la Russie, tout récemment encore, on a eu quand même à importer plus une centaine de militaires de la Russie, puisque Archange Touadéra a fait le choix de pouvoir donc s'allier avec la Russie. Or, lorsque vous prenez ces puissances-là, ils sont naturellement divisés sur ces aspects de question. Vous voyez la France, les États-Unis qui ont une ligne, et vous voyez la Russie avec ses alliés aussi qui ont une ligne. Cela ne favorise pas ce qu'on puisse penser intérêt de la Centrafrique. Donc, c'est l'intérêt de ces groupes, de ces puissances-là qui est mis en avant, et on laisse la Centrafrique sur le carreau. Francisco Napokura, vous voyez le président Faustin Archange Touadéra et son gouvernement qui, indubitablement, ont les ressources, les facultés nécessaires pour pouvoir bloquer cette sanction à venir le 29 juillet au niveau du Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité. Il lutte pour, et c'est tout à fait normal. On a toujours déploré ces embargos qui fragilisent les armées régulières. C'est la même chose au Mali. Lorsque le Mali est sous embargo, vous imaginez, alors que les rebelles ont plus d'armes. Vous prenez le Burkina aussi, en tout temps, était sous embargo. Donc l'armée régulière ne peut plus importer et des armes. Commander les armes. Donc c'est la même chose qui a été imposée en Centrafrique. Quand vous voyez le dénominateur commun de 16, c'était les anciennes colonisations de la France. Et c'est la France qui tient ces résolutions, qui formule ces résolutions. Donc est soutenue par souvent les autres puissances comme les États-Unis. Mais cette fois-ci, ils ont la Russie qui a dit que désormais, la Russie votera contre toutes ces résolutions. Et parce que si Adam a dit que, en fait, l'armée, la Centrafrique, le gouvernement a pu récupérer une partie du territoire, non, c'est grâce surtout aux forces russes. Parce que les Rwandais étaient là depuis. Ça ne bougeait pas. Il y avait les forces de l'ONU qui étaient là. Il y a la base militaire française qui était là depuis la colonisation, mais qui ne fait rien. Donc il a fallu qu'une Russie arrive, il y a seulement quelques mois, qu'on a pu récupérer une partie du territoire et que François Bozizé, qui est super armé, hyper même armé, a pu maintenant se taire. Sinon, entre-temps, il faisait du boucan lorsque la Russie a dit que bien, on va chose. Et vous avez vu tout l'énervement de Macron, même jusqu'à couper les aides budgétaires à la santé. Mais une armée régulière ne peut pas aller au front sans avoir la logistique nécessaire. Donc, c'est de bonne guerre et il faut qu'ils avancent. Et que, quand vous voyez même tous les pays qui ont été colonisés, vous prenez le Mozambique, vous prenez le Cap-Vert, la Namibie, le Zimbabwe. Mais attendez, qui a permis à ce que ces pays-là se libèrent un peu? Qui a permis? C'est souvent la Russie qui arrive. Se libère de l'étau des puissances occidentales. L'Occident, c'est la Russie qui arrive. Mais nous voyons l'Angola. Comment l'Angola a souffert ici?
Mais sans... Un nid de guerre. Oui, même si les gens veulent nous dire qu'aucune puissance n'arrive comme des amis, bien sûr, la Russie, les groupes privés comme les Wagner ne viennent pas en amitié. Ils viennent, ils pillent un peu, ils pillent aussi leur part. Mais on voit que leur pillage se limite dans le temps. Sinon, aujourd'hui, on ne devait pas applaudir pour l'Angola. Que l'Angola est en train d'émerger. Et même le choisir comme étant dans le pays maintenant, donc cette discussion. Voilà. Et voir même l'Afrique du Sud. L'apartheid n'aurait pas de fait s'il n'y avait pas cette intervention de la Russie. Mais ce n'est pas la Russie qui a colonisé. Donc aujourd'hui, moi je pense que ceux qui font le choix de la Russie, même si la Russie va venir piller, à un moment donné, si nous prenons l'exemple des autres pays qui ont été aidés, donc cet embargo, les gens doivent œuvrer pour qu'on lève l'embargo. L'embargo va permettre à ce que les forces étrangères qui sont dans le pays puissent aider à former davantage les militaires, c'est-à-dire les forces armées régulières de ces pays, et leur doter des moyens maintenant pour se défendre. Mais vous avez vu, lorsque les Américains sont en train de quitter l'Afghanistan, c'est qu'on n'a pas préparé le terrain pour que les Afghans, le gouvernement régulier, puisse prendre en main la sécurité, la relève. Et voilà, ils sont en train de quitter, vous voyez l'avancée des talibans. Et puis ce n'est pas normal. Ça veut dire que l'Amérique a échoué au Vietnam, et l'Amérique a échoué en Irak, en Somalie. La France échoue en Centrafrique. Et même en Syrie. Au Mali, et voilà, en Syrie, même, je peux dire au Tchad, parce que la base est là, malgré ça. Et Idriss Déby a été fusillé. Donc, en fait, ça n'apporte pas grande solution, sauf cela qui arrive. Donc, prenez même le cas de la Libye. Mais il a fallu que la Libye, également, à un moment donné, tourne le visage vers la Libye. Aujourd'hui, c'est un grand... Oui, vers la Russie. Aujourd'hui, on voit que les Occidentaux demandent à ce que les forces étrangères quittent la Libye. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les armes qui rentrent pour lutter, combattre les terroristes et les djihadistes sont des armes russes. Donc c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre qu'un chef d'État puisse tout faire pour avoir les moyens pour la protection de son peuple. La pause, elle s'impose pour le journal. On revient avec nos chers amis Francisco, Adam et Firmin.